Bonjour à tous. Pourquoi chercher plus loin sur France 3 avec aujourd'hui à boire et à manger sur le thème des goûts et des saveurs en Bourgogne-Franche-Comté. C'est pourquoi nous sommes dans les Halles de Dijon, là où a lieu le marché principal. Alors à boire, puisque nous allons évoquer le retour de l'absinthe, mais aussi le retour de la plantation des vignes dans le Dijonnais. Et puis à manger autour des races stars, bien évidemment, les vaches, les charolaises et les montbéliardes. Allons goûter un fromage indissociable de son territoire de production. C'est le comté, plus de 50 000 tonnes par an. Premier fromage d'appellation d'origine protégée français. Les fruitières sont à l'origine des coopératives agricoles avec la mise en commun du lait collecté dans le massif du Jura. Mais savez-vous décrypter le langage d'une meule de comté en cours d'affinage? Eh bien, c'est ce que nous allons faire après un détour dans les pâturages et dans une salle de traite chez un éleveur convaincu de l'intérêt du respect de la biodiversité. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon comté? Vous qui le connaissez bien. La qualité du lait et l'affinage. Le lait, l'affinage, et là nous avons... Fort Saint-Antoine, la haute couture du comté. Le meilleur, le luxe du comté, ça se goûte et ça se déguste. Donc nous on a choisi la traite au champ, c'est une particularité qui est très importante. C'est un raisonnement qui est un petit peu d'avant-garde et mon père l'avait mis en place dans les années 60. On ne peut pas trouver un circuit plus court que la vache qui est en train de manger il y a un quart d'heure dans le champ là à côté, qui va passer là pendant 10 minutes et puis qui va aller retourner manger dans le champ d'à côté. Ces prairies, Michel les connaît bien et pour cause. Il se bat au quotidien pour la préservation de la flore locale qui fait la richesse du comté et sublime l'arôme de ce fromage. Nous le retrouvons dans ses pâturages de montagne qu'il affectionne tant, au milieu de son troupeau de montbéliardes. Il est rejoint par son ami Denis, professeur d'économie rurale. Ensemble, ils évoquent l'équilibre fragile de la biodiversité indispensable au goût si particulier du comté. Elle est intéressante cette parcelle, en termes de biodiversité, en termes de flore. Tu as bien une cinquantaine d'espèces. Là oui, on peut en reconnaître assez facilement 50. Oui, bon. On arrive à 150 plantes hectares, tu te rends compte? Oui. Quand on dit souvent qu'une prairie en plaine diversifiée, c'est quand il y a 5-6 espèces. Oui. Ici c'est 10 fois plus ou et surtout que là, on se trouve dans la situation où on commence à avoir les premières graminées avec cette fameuse flouve odorante. Là, cette plante là qui est si intéressante quand on la mâchouille, où on sent ce goût de coumarine là. Et on pense que ce goût, on va le retrouver dans le lait, donc dans le comté plus tard. Oui. Surtout que là, on peut penser que la vache, quand elle va donner son coup de langue, elle va ramasser toutes les plantes qu'elle pourra attraper. Oui. Donc elle va aussi bien, elle va pas trier ce plantain qui va lui plaire un petit peu moins, elle va l'avaler et automatiquement, on le retrouvera dans la valorisation qui sera derrière. C'est vrai qu'on ne peut pas dire cette plante donne tel goût, mais on peut dire que ici prend naissance le goût du fromage de Chapelle-du-Hain, comme un peu plus haut prend naissance le goût, les arômes du fromage du Val-de-Mout ou ailleurs. Situé à 1100 mètres d'altitude, le fort Lucotte à Saint-Antoine fut construit en 1882 afin de protéger la nouvelle frontière acquise après la guerre contre la Prusse. Ce fut un chantier colossal. Plus de 600 maçons ainsi que 600 tailleurs de pierre y travaillèrent durant 4 longues années. Mais aujourd'hui, le fort abrite une des plus incroyables caves à fromage. Et quand la technologie se met au service de l'homme, apparaissent alors de drôles de machines qui brossent, salent et retournent les meules. Et quand on sait que chaque meule pèse 40 kg, c'est beaucoup d'huile de coude épargnée aux affineurs. Et c'est ici que nous retrouvons Michel, accompagné de Maïté, jeune étudiante en agriculture, l'occasion pour Claude Kéry, maître affineur, de dévoiler quelques secrets. Des fromages qui viennent d'arriver. Tu vois la couleur là, très jaune citron, c'est vif encore. C'est vraiment, ça arrive de la fromagerie. Donc on a besoin de se repérer. Chaque fois qu'on s'adresse à un fromage, on a besoin de savoir d'où il vient et son âge. Et pour être sûr de pouvoir toujours avoir l'identification du fromage, eh bien on fait un marquage un peu violent au départ. On appelle cette cave la maternelle. Parce que c'est les bébés comtés qui arrivent donc chez nous et ce marquage à chaud nous permet d'avoir donc la trace indélébile du village et de l'âge du fromage. Et puis là va commencer après l'encavage. Tous les fromages seront retournés, brossés, salés. Avant c'était manuel, maintenant c'est fait par des machines.
Mais tu as vu la différence entre le dessus et puis le dessous? On a de la moisissure qui vient s'installer. Ça, c'est de la moisissure noble. C'est plutôt intéressant, mais il pourrait y avoir du bleu ou du noir qui vient s'installer à la surface. Donc, on va le nettoyer. Et en même temps qu'on nettoie, parce qu'on nettoie soit avec du sel sec, soit avec de la saumure, on va former une pellicule, un jus à la surface, qui va permettre de créer une surépaisseur autour de la meule, qui n'existe encore pas, presque pas ici. Et au fur et à mesure, quand je dis premier métier des affineurs, c'est tanneur, c'est parce qu'on va installer du cuir autour de la meule qui va permettre au fromage de respirer, de vieillir, plus tard de voyager. Vous allez voir, on va aller se balader d'ailleurs dans les rayonnages. On va voir la collection de tous les comtés qui sont arrivés. Il faut en moyenne 6 mois d'affinage au comté pour arriver à maturité. Mais au fort Saint-Antoine, la température et l'humidité permettent de porter le processus à 8 mois. Les meules délivrent alors toutes les saveurs et tous les goûts exceptionnels du terroir franc-comtois. Sans entrer à l'intérieur, simplement avec ce petit instrument, je devine d'abord la qualité de la texture, puis effectivement le son. En balayant comme ça toute la surface de la meule, on arrive à deviner, comme si on avait fait une imagerie intérieure, un scanner de l'intérieur de la meule. S'il y avait des trous, s'il y avait des petites fissures, on doit savoir l'entendre de l'extérieur. Mais c'est pas tout, la sonde, elle nous permet aussi d'aller vérifier ce qui se passe dedans. On peut faire un prélèvement. Oui, il faut nous le faire goûter là, parce que tu nous fais languir là. Donc on peut aller faire un prélèvement à l'intérieur et avec cette sonde, on va vérifier ne serait-ce que la couleur qui nous renseigne sur la saison. Ça, c'est un automne de l'année dernière, donc une pâte bien colorée, bien jaune. Les vaches étaient encore au chaud. Effectivement, les vaches étaient encore au chaud. Pas dans de très bonnes conditions. Non, on était dans des conditions un petit peu humides, mais effectivement, on a fait quand même des bons fromages à l'époque. Donc ça, on l'a anticipé, nous. On est allé regarder sur les renseignements qu'on a sur votre village, sur les courbes de précipitation, mais le fromager a bien travaillé. Oui, parce qu'on voit une qualité de texture qui est solide. On peut presque en faire ce que j'en veux, ça veut dire qu'il y a une solidité. C'est un signe pour moi que ce fromage il a encore du potentiel à vieillir. Alors c'est en tordant l'échantillon, mais aussi entre le pouce et l'index. Là c'est le moment optimum où on va voir la qualité de la texture. Et puis systématiquement, quand on a goûté un fromage, ça tous les cavistes qui le font, et j'ai 4 goûteurs professionnels qui, de 8h le matin, 17h le soir, goûtent tous les fromages. Systématiquement, quand ils ont goûté la meule, ils vont signer, pas de leur nom, mais ils vont signer d'un code qui est secret entre nous. C'est notre langage caché qui nous permet donc de juger la qualité de chaque fromage. Alors là, c'est une race vraiment à part dans le paysage français, la vache charolaise. Les pièces que vous présentez, vous savez d'où elles viennent? Exactement, c'est une race régionale, donc je privilégie quand même les produits locaux. Ça me permet d'aller voir chez les éleveurs directement et de faire tuer mes carcasses, enfin mes bêtes à l'abattoir de Beaune. Donc c'est un circuit très court, je connais l'éleveur, je connais la viande et c'est un gage de sécurité pour les clients, je trouve. Les vaches charolaises, c'est la moitié du cheptel des races à viande en France, un quart en Europe, indissociable des éleveurs de Saône-et-Loire, passionnés par leur métier, malgré les crises de l'agriculture. Retrouvons Claude, c'est un personnage vraiment à part. Avec ses vaches et ses veaux, nous l'avons rencontré le jour d'un sevrage des veaux. Sur l'exploitation de Claude, c'est le jour du sevrage des veaux. Allez, allez les vaches, allez. Allez, allez. Viens. Les mères sont séparées des veaux qu'elles doivent cesser d'allaiter car elles vont bientôt mettre bas de nouveau. Le cycle de la reproduction est la base de l'élevage. Aussi, Claude a radicalement opté pour l'insémination artificielle qui permet de maîtriser ce cycle. Là, c'est que des vaches d'insémination, issues d'insémination. Donc ça fait 20 ans que je suis installé. J'ai tout le temps fait un petit peu l'insémination et depuis 2000, avec des déboires avec plusieurs taureaux, je suis parti sur 100% insémination. Mon objectif, c'est quoi? C'est que j'ai des mères à veaux, c'est tout. Mes vaches, il faut que ce soit des moules à veaux. Donc des moules à veaux, ça veut dire qu'elles fassent le veau toutes seules, qu'elles aient suffisamment de lait pour l'élever, et après qu'elles aient un poids de carcasse suffisant pour la boucherie.
il reste 2 fils de Bon Vivant, un fils d'Ultra et 2 fils de Cocorico. Enfin, ces 5-là sont réservés pour la reproduction. Ils vont aller rejoindre d'autres élevages dans les 2 mois qui vont venir. Et ceux-ci sont aptes à la saillie tout de suite. Ils attendent leur prétendante avec impatience. Dans notre métier, c'est un métier passion et les femelles, peut-être qu'on s'attache davantage à elles parce qu'elles restent plus longtemps sur, tu vois ce que je veux dire, sur l'exploitation. Et on a une carrière, une vache peut rester une dizaine d'années, donc tandis que eux là, c'est les derniers, donc 18 mois, c'est la fin de leur parcours. Sur les vaches, on a peut-être plus un côté affectif peut-être. Ce qui est vraiment ingrat et qui demande beaucoup d'attention et vraiment, il faut être tenace, c'est de faire net, quoi, que ce soit en élevage standard ou sélectionneur. Il faut quand même, à mon avis, aimer ses vaches et pas faire ça comme un technicien, parce que quand il y a des pépins et qu'on perd un veau, on a perdu quand même toute l'année de la vache. Et bon, même si économiquement c'est très difficile, moralement ça fout un pan, quoi. C'est vexant. Mais bon, s'il faut faire un vélage qui est un peu délicat, c'est l'hiver, bon, on dort là tu te dis, tu te batailles 1 heure avec un veau, tu te sors le veau, la vache est debout, le veau est vivant, bah tu te dis, oui, t'as quand même fait quelque chose. Là, moi, cet hiver, j'en ai pas eu beaucoup à l'automne de veaux délicats. J'ai sorti 2 veaux qui faisaient plus de 70 kilos par les voies naturelles. Je me suis démerdé tout seul. C'est vrai qu'on c'est plaisant de donner on est vanné, hein, on est vanné. Mais après, on se dit, ouais, bah, tu l'as quand même fait. Moi, ça me vexe pas quand je suis en période de vélage. Là, j'ai 70 vaches qui vont véler sur 2 mois. J'ai pas de caméra pour surveiller les vaches. Je me lève, j'en ai 50% qui vont naître dehors. Je prends ma lampe la nuit ou ma voiture, je vais dans le pré, ça me vexe pas que je trouve le veau fait. Là, je suis content. Parce que le boulot est fait. Je peux retourner me coucher tranquillement. Moi, je me suis installé en 94. J'ai connu 2 crises du ESB, 2 crises sanitaires ESB. Une crise sanitaire fièvre afteuse. Une sécheresse 2003. Une sécheresse 2011. Fièvre catarrhale. Épisode fièvre catarrhale 2008. Tout ça fait que ça nous a créé des méventes sur les bovins. Hein. Mais ça, quand vous démarrez, tous les savants qui vous aident à vous installer, ils ne disent pas que ça existe, ça. Ils disent, tac, vous avez tant de bêtes, vous allez faire tant de chiffre d'affaires, tant de veaux, pof, à la fin, vous aurez tant. C'est pas vrai. Mon fils, il me dit, non, papa, ton métier de mère, j'en veux pas. Il a tout là, il le dit clairement. C'est vrai qu'on vit, c'est le mec. Sur le marché de Dijon, trouver de l'absinthe. Est-ce que vous en auriez par hasard? Oui, j'ai de l'absinthe, oui. C'est là-bas, c'est en bas. C'est en bas que ça se trouve, oui, tout à fait. Voilà l'absinthe. Pour la servir à mes invités, je fais comment? Alors traditionnellement, l'absinthe, on la verse dans un verre à absinthe. Donc on verse l'absinthe au fond du verre. Ensuite, sur ce verre, on pose une cuillère absinthe, qui est une cuillère percée. Sur cette cuillère, on pose un sucre. Et on fait couler goutte à goutte de l'eau fraîche sur ce sucre. Voilà comment on voit l'absinthe. Produit à consommer avec modération, bien sûr. L'absinthe a été interdite en 1915 à cause d'une trop forte concentration en alcool, accusée également de rendre fou. Elle est produite dans le massif du Jura, côté français et côté suisse, dans de petites distilleries familiales, assez peu nombreuses, il faut le dire. La concentration en alcool est moins forte aujourd'hui. Nous allons retrouver un producteur aux côtés d'un restaurateur venu voir comment utiliser cette plante absinthe dans sa cuisine. L'origine précise de l'absinthe est incertaine. Cette plante a toujours été prisée pour ses vertus médicinales. Un papyrus égyptien de 1600 avant Jésus-Christ recommande l'absinthe comme élément stimulant et antiseptique. Pythagore et Hippocrate parlent d'alcool d'absinthe et de son action sur la santé. Les Grecs anciens et les Romains consommaient également déjà du vin aux extraits d'absinthe. En fait, ce que tu as devant toi, c'est délimité par ces petits panneaux blancs, c'est les lieux de récolte et les producteurs. Est-ce qu'il y a de grosses différences? Alors, on a sélectionné quand même des emplacements
où on a toujours à peu près le même sol, les mêmes caractéristiques, si tu veux, au niveau du goût, avec des sols très calcaires, pas beaucoup d'eau, etc. Donc tu vois, ça vient de Bouvran. En fait, c'est principalement la plaine de l'Arlier. Ouais, ouais. On en a aux Granges, etc. On en a même maintenant... Même par rapport à l'altitude, Alors, tu sais, une fois que tu as déjà passé 700 mètres d'altitude, t'es bon. C'était quand même endémique, cette plante à Pontarlier, donc elle s'autosème, elle se gère un petit peu toute seule. Ouais. La culture est venue par la suite. Et puis, tu as une grosse partie aussi de ce qu'on a récolté dans le jardin de la distillerie. Puisque il me manquait un petit peu ça, autant on savait faire le produit, autant j'étais pas sûr de comment c'était cultivé exactement. Donc on a fait des recherches dans le jardin, aussi bien sur la culture, le moment où on devait couper, est-ce qu'il fallait laisser des tiges, est-ce qu'il ne fallait pas laisser de tiges. Alors, tu peux prendre une tige comme ça, tu frottes et puis tu sens. Tu vas voir, il y a vraiment des arômes extraordinaires. Alors bien entendu, toujours un petit peu cette partie camphre, cette partie poivre, cette partie menthe, etc. Mais on retrouve bien l'odeur de l'absinthe distillée quand on la sent comme ça. Ce qu'on retrouve dans la bouteille, ouais. C'est un peu le plus compliqué, si tu veux, à reproduire. Ouais, ça donne envie de l'utiliser en cuisine, mais... Alors pose ton pouce qu'à frotter sur ta langue. Tu vas voir, c'est complètement amer. Ouais, c'est inutilisable en l'état, sincèrement. Ouais. Donc si tu veux, avec ce qu'on a là, on a de quoi faire à peu près 400-450 000 litres. En fait, il en faut très peu. La période de 1880 jusqu'au début de la Première Guerre mondiale marque une explosion de la production. Elle passe ainsi en 40 années de 700 000 à 36 millions de litres en 1910. L'alcool favori des écrivains et des poètes devient très populaire au point qu'il détrône le vin, victime après 1865 des attaques du phylloxéra dans le vignoble français. Le lobby viticole part en guerre contre l'absinthe et fait cause commune avec les ligues anti-alcooliques. En 1907, une grande manifestation a lieu à Paris. Son mot d'ordre, tous pour le vin, contre l'absinthe. Le 17 mars 1915 marque la disparition officielle de l'absinthe sur le territoire français. François Guy permit la réhabilitation de l'absinthe en France après avoir mené un combat de plus de 17 années avec d'autres passionnés. Tu sens, il faut que tu sois sûr de ce que tu as. C'est systématique. Retrouve bien la plante de chez nous. Si elle n'a pas poussé à Pontarlier, elle n'a pas cette odeur-là, elle n'a pas ce goût-là, il n'y a rien à faire. C'est notre terroir, c'est notre méthode de fabrication, mais le terroir y est pour beaucoup. Donc là, on a mis l'eau, l'alcool, on vient ajouter les plantes d'absinthe, d'anis, les plantes secrètes familiales. Oui. Et donc, est-ce que tu crois que moi, après, je pourrais changer les formules? Alors, écoute, pourquoi pas? Mais sache bien une chose, c'est que toutes les générations ont voulu faire des essais. J'ai voulu faire des essais aussi. Ça a fini à la poubelle. Parce qu'on n'arrive jamais à l'excellence de ce qu'on a eu. Tu ne serres pas trop fort, tu penses que si tu veux que ça reste encore en état pendant des années, il faut rien abîmer. Et puis ce coup-ci, on peut chauffer, on peut lancer. Notre route des saveurs, eh bien, nous mène ici en Bourgogne. Si je dis route des saveurs en Bourgogne, vous me dites route des Grands Crus, bien sûr, c'est le rendez-vous des copines, des cousines sur le marché de Dijon. Si je vous dis qu'il y avait des vignes auparavant également à Dijon, est-ce que vous le saviez? Oui, bien sûr, tout autour de Dijon. Le nom d'un domaine, est-ce que vous pourriez m'en citer un? Montrecu. Montrecu? Et pourquoi Montrecu? Parce que la pente était importante et donc les femmes montraient leurs fesses en allant tailler ou récolter le raisin. Citons aussi le Clos des Mares d'Or, 42 arts, en tout cas dans tous les cas. Mais ça existe encore. Et ça existe encore, on va le voir, puisque le vignoble est confié maintenant à des vignerons professionnels. Nous sommes situés sur le climat des Mares d'Or, une parcelle qui est pas très loin de la Combe à la Serpent, située à l'ouest de Dijon. Les Mares d'Or est un climat qui a été remis en valeur par Jean-François Bazin dans les années 80. C'est mon père, Albert Deray, qui était le premier vigneron de la ville de Dijon. Elle est formée de 3 terrasses qui permettent de retenir la terre. Voilà, c'est un beau reste des vignobles de Dijon. L'exploitation des Mares d'Or au pied de ces immeubles n'est pas une hérésie.
Certes, aujourd'hui, il n'en sort que quelques centaines de bouteilles d'un vin blanc à la robe claire, mais autrefois, il y avait ici beaucoup de vignes. Le quartier produisait un vin réputé, comme la plupart des crus dijonnais d'ailleurs. C'était un quartier en majorité viticole. C'était un des coteaux les plus exploités de la ville de Dijon. Donc il y avait de la vigne un petit peu partout autour de cette ville. C'était une ville très très viticole même. Et donc ici, la mémoire du vignoble est encore présent dans le nom des rues. On est dans la rue du Tire-Pesseau. Les Pesseaux, c'était là où on faisait reposer la vigne, c'était les piquets, bien sûr. On a la résidence du Mar d'Or, qui est un des climats les plus célèbres de la ville. Et puis, rien que la physionomie, on voit qu'on est en coteaux. On surplombait comme ça la ville avec des coteaux viticoles. C'est des vins qui sont connus dès le Moyen-Âge. On parle des vins du cru de Dijon. Et on sait que c'est un vin qui est exporté déjà dans le nord de l'Europe, notamment du côté de Valenciennes, dans la Flandre, en quantité assez importante. Ce sont des milliers d'hectolitres qui partent tous les ans et qui enrichissent vraiment la ville, qui constituent même 25% à peu près, voire plus, des revenus de la ville. Les vins sont classés par cru. Donc on sait quels sont les vins qui étaient les cotés les plus chers, ceux qui étaient cotés les moins chers. Et il s'avère que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, le cru de Dijon était en général le vin qui était coté le plus cher. Donc ça jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et vraiment le déclin va s'opérer dans le courant du XIXe siècle, dans les premières décennies du XIXe siècle. À ce moment-là, il se passe que le marché va complètement se transformer pour les vignerons de Dijon. Alors, on va orienter la production vers des vins plutôt communs. Il y a le marché, avec l'urbanisation, il y a un marché ouvrier populaire, on va dire plutôt, qui est en train de se former. Et les vignerons dijonnais vont trouver plus d'intérêt à faire du vin en direction des cabarets. Les vignerons dijonnais vont en effet opter pour le gamay, ce cépage productif que les ducs de Bourgogne avaient vainement tenté de faire disparaître. La quantité eut raison de la qualité, le phylloxéra puis l'urbanisation firent le reste. Il y avait 1200 hectares de vignes au XIXe siècle à Dijon, il n'en reste aujourd'hui que quelques dizaines. Mais l'histoire est loin d'être close, un nouveau chapitre vient même de s'ouvrir. Depuis 2015, Dijon est inscrite à l'UNESCO au sein des climats du vignoble de Bourgogne. Marie-Christine Arlot nous fait rencontrer un des acteurs de ce dossier. Les climats du vignoble de Bourgogne, ça y est, on a la belle plaque. Ça sera franchement plus simple pour expliquer aux touristes aussi, et aux Dijonnais en général. Et les climats sont... Ah oui, puisque les climats avec cette plaque sont dans la ville. Ben oui, oui. Et puis là... Parce qu'on associe souvent les climats du vignoble évidemment à l'extérieur de la ville, mais en oubliant souvent que les villes de Dijon et de Beaune sont associées au climat, puisqu'elles ont participé complètement à leur construction. Les climats sont des parcelles avec chacune un nom, une histoire, un sol et qui donnent un vin unique. Dijon les a identifiés très tôt et a assis sur eux son développement économique et sa notoriété. Surtout, très vite, Dijon et un peu Beaune deviennent les villes des pouvoirs économiques bien sûr, mais aussi le pouvoir princier. Les ducs de Bourgogne, on est derrière le palais des ducs ici, le palais des États, qui est quand même un lieu de justice et tout ce qu'on voit autour, de nous, qui édicte les règles qui vont créer cette relation du vin au lieu, qui construit véritablement les climats. Ça se construit ici, et tout ça associé à la sphère des savants, à l'académie de Dijon, du XVIIIe siècle, qui est là et qui vont développer et en même temps diffuser à travers le monde cette notion de climat, cette relation très stricte du lieu de production au vin et la diversité des vins qui y sont produits. Et puis maintenant, même ce qui est nouveau, c'est qu'on voit encore un pouvoir, qui est ici le pouvoir de la ville et de la communauté, qui crée un nouveau type de vignoble, un nouveau vignoble aux portes de la ville, sur le plateau de l'Acra. Oui, le plateau de l'Acra. Donc on est dans cette continuité historique de la construction des vignobles et des climats autour de Dijon. Mais c'est bien ça, parce que maintenant comme ça on revoit un petit peu, on comprend mieux. Ce domaine du plateau de l'Acra, c'est en effet le symbole de la renaissance du vignoble dijonnais. Situé à l'ouest de Dijon, il a été replanté dans les années 80, racheté par la ville en 2014 et sa gestion confiée à un jeune vigneron, Marc Soyard. Là, ça sert à attacher les baguettes
de manière à ce que la pousse soit le plus homogène possible. Et ça permet que la pousse, que les bourgeons qu'on voit juste là, poussent de la même manière, que ce soit régulier, quoi. Là, on est sur la parcelle du domaine de l'Acra, plantée en pinot noir. Donc là, il y a 5 hectares d'un seul tenant, on est aux portes de la ville de Dijon. Donc là, on voit que le terroir est très caillouteux, et ça fait des vins sur la minéralité et sur la finesse. Des goûts et des saveurs en Bourgogne-Franche-Comté. Retrouvez sur pourquoichercherplusloin.fr l'intégralité de ces balades sur les routes du comté, chez nos Charolaises bien élevées, sur le retour de l'absinthe et Dijon, terre de vin. Devant cette abondance de bonnes choses, pourquoi chercher plus loin ? La semaine prochaine.